Scott Lee Peterson, né le 24 octobre 1972 à San Diego, en Californie, est un ancien représentant en engrais. Son père travaillait pour une entreprise de transport routier avant de devenir propriétaire d'une société d'emballage. Sa mère possédait une petite boutique à Modesto, sous l'enseigne The Puon. Pendant son passage à l'University of San Diego High School, il travailla comme cadet dans un cours de golf local, et participa à l'équipe de golf de son lycée, où l'un de ses coéquipiers fut la future vedette du PGA Phil Mickelson. Il travailla comme serveur dans un café de San Luis Obispo pendant ses études à l'Université d'État Polytechnique de Californie, où il rencontra sa future femme, Lassie Rocha. Lassie Denise Peterson est une Américaine qui est née le 4 mai 1975 à Modesto, Californie. Ses parents, Sharon Ruth Anderson et Dennis Robert Rocha se sont séparés à peine un an après sa naissance. Elle avait 2 frères et sœurs, Brent Rocha, et un demi-frère, Amy. Lassie a fréquenté le lycée Thomas Donnet et après les diplômés, elle a déménagé à la California Polytechnic State University. C'est pendant qu'elle était à Cal Poly qu'elle a rencontré Scott Peterson. En 1996, les deux étaient déjà fiancés et en 1997, ils se sont mariés. C'était même avant que Lassie n'ait fini son éducation. Bien qu'ils aient essayé d'avoir des enfants, Lassie n'a pas accepté jusqu'en 2002, peu de temps avant de planifier des tests de fertilité. Lassie Peterson disparut le 23 ou le 24 décembre 2002, à l'âge de 27 ans. Enceinte de 8 mois, la date d'accouchement prévue était le 10 février 2003, et le couple avait décidé que Connor serait le prénom de l'enfant. Peterson porta sa femme comme disparue au réveillon de Noël, et l'affaire suscita immédiatement l'intérêt des médias américains au niveau national. Scott Peterson donna une conférence de presse, entouré de sa famille, de celle de sa femme et de connaissances dans sa ville de résidence, à Modesto. Il déclara qu'il était parti pour aller pêcher au port de Berkeley à la date de la disparition de Lassie. Peterson ne fut pas considéré comme suspect principal immédiatement, essentiellement grâce à la confiance en son innocence dont firent preuve la famille et les amis de Lassie jusqu'à un mois après la disparition de celle-ci. Le 17 janvier cependant, il apparut que Peterson avait entretenu de nombreuses liaisons adultères, notamment avec une kinésithérapeute du nom d'Amber Frey. C'est au regard de ces révélations que la famille de Lassie arrêta de lui apporter son soutien. Frey devint par la suite un témoin clé contre Peterson, acceptant d'enregistrer ses conversations téléphoniques avec lui dans l'espoir d'obtenir une confession. Le suspect maintint toutefois son innocence auprès de sa maîtresse, et alla même jusqu'à lui poser des questions concernant sa responsabilité potentielle dans la disparition de sa femme enceinte. Les médias débattirent par la suite s'il était possible que Peterson savait qu'il était sur écoute, mais cela ne fut jamais démontré. Frey raconta à la police que 2 semaines avant la disparition de Lassie, Peterson lui avait dit qu'il était veuf, ayant perdu sa femme. Les enregistrements des conversations téléphoniques entre Peterson et Frey furent diffusés lors du procès, et des retranscriptions furent publiées. Leur contenu fut particulièrement compromettant pour l'accusé, révélant que quelques jours après la disparition de sa femme, Peterson déclarait passer des vacances à Paris. L'un des appels fut effectué lors d'une veillée en l'honneur de sa femme, au réveillon du jour de l'an. Le 14 avril 2003, le corps d'un fœtus masculin, auquel le cordon ombilical était encore attaché, fut retrouvé sur la rive de la baie de San Francisco. Le lendemain, un torse féminin partiel fut retrouvé dans les mêmes environs, sans main ni pied. Les corps furent identifiés par la suite comme ceux de Lassie et Connor Peterson. Ils furent soumis à une autopsie, mais l'état de décomposition avancé ne permit pas de déterminer les causes de décès. Les procureurs avancèrent que Lassie avait dû être asphyxiée ou étranglée au domicile familial. Le Federal Bureau of Investigation (FBI) effectua une fouille médico-légale de la maison, de la camionnette de Scott, de la boîte à outils à l'arrière de celle-ci, de son hangar et de son bateau. Ils ne trouvèrent qu'un seul élément, un simple cheveu. Peterson fut arrêté le 18 avril 2003 à La Jolla, Californie, dans le parking d'un parcours de golf où il déclara avoir rendez-vous avec son père et son frère pour une partie de golf. Au moment de son arrestation, Peterson avait dans son véhicule 15 000 $ en liquide, 4 téléphones mobiles, de l'équipement de camping, une carte imprimée la veille indiquant le parcours vers le lieu de travail d'Amber Frey, du Viagra et le permis de conduire de son frère, entre autres articles.
Il avait teint ses cheveux et son bouc en blond, et la police en déduit que Peterson projetait vraisemblablement de fuir, peut-être vers le Mexique voisin. La police enquêta brièvement sur un lien possible entre Peterson et la disparition en 1996 de Christine Smart, une jeune femme de 19 ans qui était étudiante à l'Université Polytechnique d'État de Californie pendant la même période où Scott et Lassie y étaient inscrits. Le nom de Scott Peterson aurait en effet figuré sur une courte liste de personnes que les enquêteurs avaient à l'époque considérées pour une investigation plus approfondie, ce que démentit publiquement Peterson, et les enquêteurs ne trouvèrent rien pour l'impliquer dans cette affaire. Peterson demanda au départ à être représenté par un avocat commis d'office par le comté de Stanislaus. Kent Faulkner, Chief Deputy Public Defender, et son adjointe Maureen Keller furent assignés à son dossier. Par la suite cependant, le suspect déclara qu'il avait suffisamment de ressources financières pour engager un avocat personnel, et c'est Mark Geragos qui se chargea de sa défense. Le 20 janvier 2004, du fait de l'attention médiatique et de l'hostilité à l'encontre de Scott Peterson exprimée par l'opinion publique dans la région de Modesto, un juge déplaça le procès vers Redwood City, dans le comté de San Mateo, à 150 km de là. Le procès, The People of the State of California vs. Scott Peterson, débuta en juin 2004 et fut suivi de près par les médias. Le procureur en chef fut Rick Distazo, et Mark Geragos mena la défense de Peterson. Amber Frey, qui témoigna pour le bureau du procureur, engagea son propre avocat, Gloria Allred, pour la protéger des médias. Allred n'était pas sous la contrainte d'injonction de silence imposée aux autres protagonistes lors du procès, et bien qu'elle déclara que son client n'avait pas d'opinion quant à la culpabilité de Peterson, l'avocate de Frey se montra particulièrement bienveillante envers les procureurs. Elle apparut fréquemment à la télévision lors du procès, et sembla critiquer la défense à chaque occasion possible. Allred joua aussi un rôle clé pour dissimuler certains faits concernant le passé de sa cliente, Ron Frey, le père d'Amber, engagea lui aussi un avocat afin de se voir exclu de l'injonction de silence. Les avocats de Peterson bâtirent leur défense en mettant en avant l'absence de preuves directes, et en tentant de discréditer la signification des preuves circonstancielles. Ils mentionnèrent que les restes de Connor Peterson étaient ceux d'un enfant arrivé à terme, et émirent l'hypothèse que Lassie avait été enlevée et gardée prisonnière jusqu'à son accouchement avant d'être tuée avec son bébé et jetée dans la baie. Les experts médicaux du bureau du procureur furent cependant capables de démontrer que l'enfant n'était jamais arrivé à terme, et qu'il mourut en même temps que sa mère. Geragos suggéra même qu'une secte satanique avait enlevé la femme enceinte, et déclara que Peterson était un goujat pour avoir trompé sa femme enceinte, mais pas un meurtrier. Pendant les délibérations du jury, un juré fut remplacé à cause de sa conduite. Par la suite, le porte-parole du jury, Gregory Jackson, demanda à être remplacé lui aussi, vraisemblablement parce que ses homologues voulaient le voir quitter son rôle. Geragos déclara au reporter que Jackson avait mentionné avoir reçu des menaces lorsqu'il demanda à être remplacé. Jackson fut donc également remplacé par un juré de réserve. Le 12 novembre 2004, le jury reconstitué déclara Peterson coupable de meurtre au premier degré avec circonstances aggravantes pour la mort de sa femme, et de meurtre au second degré pour avoir tué son fils non encore né. La phase de condamnation du procès commença le 30 novembre pour se terminer le 13 décembre, lorsqu'à 13h30 heure standard du Pacifique, le jury de 12 personnes recommanda une peine de mort pour Peterson. Lors de prestations médiatiques qui suivirent, des membres du jury déclarèrent qu'ils eurent le sentiment que l'attitude de Peterson, plus particulièrement son manque apparent d'émotion pendant le procès et dans ses appels téléphoniques à Amber Frey, trahissait sa culpabilité. Ils fondèrent leur verdict sur des centaines de petites pièces de puzzle de preuves circonstancielles qui apparurent durant le procès, de la situation géographique du corps de Lassie Peterson aux myriades de mensonges que son mari raconta après sa disparition. Les preuves avancées pour la culpabilité de Peterson sont essentiellement circonstancielles. Traqué par la presse au début de l'affaire, l'accusé modifia son apparence et acheta un véhicule sous le nom de sa mère. Il ajouta 2 chaînes pornographiques à son offre de télévision par câble 2 jours après la disparition de sa femme. Les procureurs avancèrent qu'il s'agissait là d'une preuve qu'il savait que Lassie Peterson ne reviendrait pas au domicile. Il exprima le désir de vendre le domicile conjugal, et vendit la Land Rover de Lassie, le concessionnaire automobile,
après avoir appris à qui appartenait le véhicule à l'origine, le rendit à la famille de la disparue sans contrepartie financière. La culpabilité de Peterson fut soutenue par le témoignage de Ralph Cheng, un hydrologue de l'United States Geological Survey, témoin expert dans le domaine des marées, notamment pour la baie de San Francisco. Cheng admit toutefois lors de sa contre-interrogation que ses conclusions étaient probables, mais non précises, les systèmes de marée étant particulièrement chaotiques par nature, et ne lui ayant pas permis de mettre au point une simulation exacte de l'abandon des corps et de leurs dérives. La liaison entre Amber Frey et Scott Peterson nuit également particulièrement à la défense de l'accusé. Le docteur Charles March devait être un témoin crucial pour la défense dans le procès de Peterson. Geragos semblait persuadé que son expert pourrait à lui seul exonérer Peterson en prouvant que le bébé était mort une semaine après la date avancée par les procureurs, mais ces derniers réussirent à discréditer March en remarquant une erreur dans les dates de ses travaux. Le témoin mit l'erreur sur le compte d'une faute de frappe, mais les procureurs soulignèrent que la date erronée était mentionnée à 2 reprises. Lorsqu'un expert dit « Soyez indulgent avec moi, c'est fini » commenta Jim Hammer, un procureur de San Francisco qui suivit l'affaire de près. Le juge Alfred Delucci condamne Scott Peterson à la peine de mort le 16 mars 2005, qualifiant le meurtre de son épouse de cruel, insensible, impitoyable. La méthode d'exécution prescrite est la mort par injection létale. Le juge refuse la requête de la défense pour un nouveau procès invoquant la conduite jugée inappropriée d'un juré et l'influence des médias, et ordonne à Peterson de payer $10 000 US pour contribuer aux funérailles de sa femme. Scott Peterson arrive à la prison d'État de San Quentin au petit matin du 17 mars 2005, un pénitencier qui surmonte la baie où le corps de Lassie fut retrouvé, et qui héberge le couloir de la mort masculin de l'État, à environ 30 km au nord de San Francisco. Il rejoint ainsi 643 autres prisonniers en attente de leur exécution par injection. Son dossier est à l'heure actuelle en appel automatique. En janvier 2005, quelques jours après le verdict de culpabilité initial, Amber Frey publia un livre sur sa relation avec Scott Peterson. Elle se fit critiquer pour utiliser son rôle dans l'affaire à des fins d'enrichissement personnel. La date de publication de son livre, après la fin du procès, alimente les hypothèses selon lesquelles la maîtresse de l'accusé travaillait sur le document pendant le procès, ce qui aurait violé l'injonction de silence imposée aux témoins du procès par le juge. Son éditeur aurait déclaré à Frey qu'un verdict d'innocence n'aurait pas conduit à un contrat pour ce livre. La famille de Lassie Peterson critique également Amber Frey pour avoir placé une photo d'elle entre celle de Scott et Lassie sur la couverture du livre. Le 16 mars 2005, Peterson fut condamné à la peine capitale et incarcéré dans le couloir de la mort de la prison d'État de San Quentin, en Californie. Peine qui fut levée pour la tenue d'un nouveau procès en 2020, et finalement commuée en prison à vie sans possibilité de libération lors du verdict du 8 décembre 2021. Le 31 octobre 2007, la Cour d'appel pour le 5e circuit de Fresno confirme également un jugement précédent d'une cour du comté de Stanislaus privant Scott Peterson de la prime d'assurance vie de sa femme, souscrite en 2001, il s'agissait d'une police mutuelle. Comme d'autres criminels très médiatisés, Peterson reçoit un courrier volumineux de fans ainsi que des propositions de mariage. Richelle Nice, un membre du jury lors de son procès, surnommé Strawberry Shortcake par certains spectateurs du procès à cause de ses cheveux roux, figure parmi ses correspondants. Elle lui écrivit une première fois sur le conseil de son thérapeute. La liaison de Peterson avec Amber Frey ne fut jamais présentée comme un mobile par les procureurs, mais ceux-ci la présentèrent comme révélateur de la personnalité de l'accusé. Le bureau du procureur argua que Peterson avait tué sa femme enceinte en raison d'une dette grandissante et d'un désir d'affranchissement de la vie conjugale pour adopter un style de vie célibataire. L'accusation de double meurtre, alors même que l'enfant de Lassie et Scott Peterson n'arriva jamais à terme, contribua à entretenir la controverse aux États-Unis entre les partisans du droit à l'avortement et leurs adversaires. Le débat mena même le Congrès américain à adopter un projet de loi, baptisé Unborn Victims of Violence Act, et surnommé la C. Connors Law, établissant un fœtus comme humain, et garantissant ainsi le même type de peine pour tout acte de violence à l'égard d'un fœtus que pour une personne, transformant tout acte de violence à l'égard d'une femme enceinte comme un acte envers 2 personnes distinctes. Le texte prit valeur de loi avec la signature du président George Washington Bush le 1er avril 2004.
Dinkin incarne Scott Peterson dans un téléfilm sur l'affaire intitulée The Perfect Husband, The Lassie Peterson. Story traduit en France sous le titre Comportement suspect, diffusé le 13 février 2004 sur la chaîne américaine USA, avant même la condamnation du protagoniste par la cour californienne. L'affaire Peterson est l'un des 2 sujets traités dans Chronique criminelle le 4 février 2017 sous le titre Un crime presque parfait sur TFX. Fait troublant, le nom de Scott Peterson apparaît dans le film Demolition Man, du réalisateur italien Marco Brambilla. Le nom figure sur une liste de détenus incarcérés pour meurtre et conservés dans un état cryogénique. Le film a été tourné en 1993, soit 10 ans avant que Scott Peterson ne soit accusé de l'assassinat de sa femme, Lassie Rocha.